Lane, avez-vous préparé les sandwichs au concombre pour Lady Bracknell? Oui, monsieur. Très bien. Passez-moi en deux. Oh, à propos, Lane, j'ai vu dans votre livre de contes que jeudi soir où Lord Charmand et Mr. Worthing sont venus dîner chez moi, 8 bouteilles de champagne ont été consommées. Comment se fait-il que, chez les célibataires, les domestiques apprécient tellement le champagne? Je ne pose la question que par curiosité. J'attribue cela, monsieur, à la qualité supérieure du vin. J'ai souvent observé que, chez les gens mariés, le champagne est rarement de première qualité. Grand Dieu, le mariage est-il si démoralisant que cela? Je n'en ai pour ma part qu'une expérience très limitée jusqu'à présent. Je n'ai été marié qu'une fois. Je crois que je ne m'intéresse pas beaucoup à votre vie privée, Lane. En effet, monsieur, ce n'est pas un sujet très intéressant. Moi-même, je n'y pense jamais. Évidemment, c'est bien naturel. Vous pouvez disposer, Lane, merci. Merci à vous, monsieur. Lane me paraît avoir sur le mariage des idées bien laxistes. Sincèrement, si les couches inférieures ne nous donnent pas le bon exemple, à quoi diable servent-elles? Eh bien, Lane, quoi encore? Pourquoi revenez-vous? Monsieur Constant Worthing, monsieur. Très bien, faites-le entrer, et laissez-nous. Ah, comment vas-tu, mon cher Constant? Qu'est-ce qui t'amène à Londres? Oh, le plaisir. Qu'y a-t-il d'autre pour me faire bouger? Où étais-tu allé depuis jeudi dernier? À la campagne. Qu'est-ce que tu peux bien faire là-bas? À Londres, on est là pour s'amuser. À la campagne, on est là pour amuser les autres. C'est extrêmement ennuyeux. Et qui sont les gens que tu amuses? Oh, des voisins. Tu as des voisins agréables là-bas? Parfaitement épouvantables. Je ne leur adresse jamais la parole. Comme tu dois les amuser. Tiens, s'il te plaît, apporte-moi un sandwich au concombre. Dis donc, pourquoi toutes ces tasses? Pourquoi ces sandwichs au concombre? Qui vient prendre le thé? Oh, seulement Tante Augusta et Gwendolen. Mais ce sera absolument délicieux. Oui, c'est très gentil à toi, mais j'ai peur que Tante Augusta n'approuve pas vraiment ta présence ici. Puis-je te demander pourquoi? Mon cher, la façon dont tu flirtes avec Gwendolen est absolument révoltante. Presque aussi scandaleuse que la façon dont Gwendolen flirte avec toi. Je suis amoureux de Gwendolen. Je suis venu exprès à Londres pour lui demander sa main. Je croyais que tu étais venu pour le plaisir. Moi, j'appelle ça les affaires. Tu manques entièrement de romantisme. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de romantique dans une demande en mariage. Après tout, on peut vous répondre oui. Alors, ça en est fini de l'enthousiasme. L'essence même d'une histoire d'amour, c'est l'incertitude. Ah non, je t'en prie, ne touche pas au sandwich au concombre. Je les ai commandés spécialement pour Tante Augusta. Mais tu n'as pas cessé d'en manger. Moi, c'est différent. C'est ma tante. Et puis, passe-moi un, tiens. Tu n'es pas encore son gendre, et je ne pense pas que tu le deviennes un jour. Pourquoi diable dis-tu cela? Car je ne donne pas mon consentement. Ton consentement? Mon cher ami, Gwendolen est ma cousine germaine. Et avant que je t'autorise à l'épouser, il va falloir que tu m'expliques toute cette histoire à propos de Cécilie. Cécilie? Que veux-tu dire, Algy, avec cette Cécilie? Je ne connais personne du nom de Cécilie. Lane, venez par là. Lane, apportez-moi l'étui à cigarette que Monsieur Worthing a laissé dans le fumoir la dernière fois qu'il a dîné ici. Tu veux dire que c'est toi qui gardes mon étui à cigarette depuis tout ce temps? Tu aurais pu m'en avertir quand même. J'écris à Scotland Yard des lettres frénétiques à ce sujet. J'étais même sur le point d'offrir une forte récompense. Ma foi, ce serait une bonne idée de m'en offrir une. Je suis justement plus fauché que d'habitude. Ce serait absurde d'offrir une forte récompense maintenant que l'objet a été retrouvé. Je dois dire, Constant, que je trouve cela un peu mesquin de ta part.
Enfin, cela n'a pas d'importance, car maintenant que je vois ce qui est gravé à l'intérieur, je m'aperçois qu'il ne t'appartient pas en définitive. Cet étui à cigarette est un cadeau de quelqu'un qui se prénomme Cécilie. Tu m'as dit ne connaître personne de ce nom-là. Eh bien, puisque tu veux tellement le savoir, il se trouve que Cécilie est ma tante. Ta tante. Mais pourquoi s'appelle-t-elle elle-même la petite Cécilie si elle est ta tante? C'est écrit de la part de votre petite Cécilie qui vous aime tant. Qu'y a-t-il d'étrange à cela, mon cher? Il y a des tantes qui sont grandes et d'autres qui ne le sont pas. Pour l'amour du ciel, rends-moi mon étui à cigarette. Oui. Mais pourquoi ta tante t'appelle-t-elle son oncle? De la part de votre petite Cécilie qui aime tant son cher oncle Jack. Pourquoi une tante, toute question de taille mise à part, irait appeler son neveu son oncle? Voilà qui me dépasse. D'autant plus que ton nom n'est pas Jack, mais Constant. Ce n'est pas Constant, mais Jack. Tu m'as toujours dit que c'était Constant. Tu réponds au prénom de Constant. Tu as une tête à t'appeler Constant, tu es l'homme à l'air le plus constant que j'ai jamais rencontré. Eh bien, je m'appelle Constant à la ville et Jack à la campagne. Et cet étui à cigarette m'a été offert à la campagne. Oh oui, mais cela n'explique pas que ta tante Cécilie t'appelle son cher oncle. Alors je peux te dire, mon vieux, que je t'ai toujours soupçonné d'être en secret un bunburiste invétéré. Un bunburiste? Que diable entends-tu par un bunburiste? Je te révélerai le sens de cette expression incomparable dès que tu auras eu la bonté de me dire pourquoi tu es Constant à la ville et Jack à la campagne. D'accord, mais donne-moi d'abord mon étui à cigarette. Le voici. Je te le rends. Maintenant, donne-moi ton explication, et de grâce, fais qu'elle soit improbable. Mon cher, il n'y a strictement rien d'improbable dans mon explication. Le vieux monsieur Thomas Cardew, qui m'a adopté quand j'étais petit, m'a institué dans son testament tuteur de sa petite fille, Miss Cécilie Cardew. Cécilie, qui m'appelle son oncle par un respect pour moi qu'il était impossible de concevoir, habite chez moi, à la campagne. Très bien. Mais pourquoi es-tu Constant à la ville et Jack à la campagne? Mon cher Algy, je ne sais pas si tu seras en mesure de comprendre mes véritables motivations. Tu n'es pas assez sérieux pour cela. Quand on se trouve dans la situation de tuteur, on se doit de proclamer des principes de haute moralité sur tous les sujets. Et comme on ne peut guère dire que les principes de haute moralité mènent vraiment soit au bonheur, soit à la santé, afin de me rendre à Londres, j'ai toujours fait semblant d'avoir un frère cadet prénommé Constant, qui s'attire toujours des ennuis absolument effroyables. Telle est, mon cher Algy, toute la vérité pure et simple. La vérité est rarement pure, et elle n'est jamais simple. Sinon, la vie moderne serait fort ennuyeuse. J'avais tout à fait raison tout à l'heure quand j'ai dit que tu étais un bunburiste. Tu es l'un des bunburistes les plus radicaux que je connaisse. Mais enfin, que veux-tu dire? Tu t'es inventé un frère cadet très utile qui s'appelle Constant afin de pouvoir venir à Londres aussi souvent que tu en as envie. Moi, j'ai inventé un inestimable malade chronique qui s'appelle Bunbury afin de pouvoir me rendre à la campagne chaque fois que je le souhaite. Sans cet état de santé absolument déplorable de Bunbury, il m'aurait été impossible, par exemple, de dîner avec toi chez Willis ce soir, car je suis invité par tante Augusta depuis plus d'une semaine. Je ne t'ai invité nulle part ce soir. Je sais. Tu es d'une négligence absurde dans l'envoi de tes invitations. Tu ferais bien mieux de dîner avec ta tante Augusta. Je n'en ai pas la moindre intention. Maintenant que je sais que tu es un bunburiste confirmé, j'ai naturellement envie de te parler de bunburisme. Je ne suis absolument pas un bunburiste. Si Gwendolen me dit oui, j'ai l'intention de tuer mon frère. Je crois d'ailleurs que je le tuerai de toute façon. Cécilie s'intéresse un peu trop à lui. Je te conseille vivement de faire de même de ce monsieur, de cet ami malade qui porte un nom absurde. Rien ne m'incitera jamais à me séparer de Bunbury. Et si un jour tu te mariais, ce qui me paraît bien problématique, tu serais bien content de connaître Bunbury. Un homme qui se marie sans connaître Bunbury se prépare une vie sinistre, sottise.
Si j'épouse une fille aussi charmante que Gwendolen, je n'aurai certainement pas besoin de connaître Bunbury. Alors, c'est ta femme qui en aura besoin. Tu sembles ne pas te rendre compte que dans la vie conjugale, à 3 on s'amuse, à 2 on s'ennuie. C'est absolument facile d'être cynique. Mon cher ami, de nos jours, ce n'est pas facile d'être quoi que ce soit. Il y a en toute chose une concurrence extrêmement acharnée. Ah, ce doit être tante Augusta. Il n'y a que des parents ou des créanciers pour sonner d'une manière aussi wagnérienne. Écoute, si je parviens à l'éloigner 10 minutes pour que tu puisses demander Gwendolen en mariage, puis-je dîner avec toi ce soir chez Willis? Je suppose que oui, si tu y tiens. Oui, mais il faut que ce soit un engagement sérieux. J'ai horreur des gens qui ne sont pas sérieux à propos des repas. C'est de la frivolité de leur part. Lady Bracknell et Miss Fairfax, monsieur. Bonjour, mon cher Algernon. J'espère que tu te conduis bien aujourd'hui. Je me sens bien, en tout cas, tante Augusta. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En réalité, les deux vont rarement ensemble. Maintenant, Algernon, je vais prendre une tasse de thé et l'un de ces délicieux sandwichs au concombre que tu m'as promis. Mais certainement, tante Augusta. Grand Dieu! Il n'y a pas de sandwich au concombre. Lane! Pourquoi n'y a-t-il pas de sandwich au concombre? J'avais commandé spécialement. Il n'y avait pas de concombre au marché ce matin, monsieur. Même en payant en comptant. Je suis vraiment peiné, tante Augusta, qu'il n'y ait pas eu de concombre, même en payant comptant. Ça n'a aucune importance, Algernon. J'ai mangé des crumpets en compagnie de Lady Hartbury, qui ne semble plus vivre désormais que pour ce plaisir. Par ailleurs, tante Augusta, je crains de devoir renoncer au plaisir de dîner avec vous ce soir, en définitive. J'espère bien que non. Cela désorganiserait complètement ma table. Ton oncle serait obligé de dîner à l'étage. Ai-je besoin de le dire, c'est pour moi une grande déception, mais je viens justement de recevoir un télégramme me disant que mon pauvre ami Bunbury est à nouveau gravement malade. Ma foi, Algernon, à te dire la vérité, il me semble qu'il est grand temps que M. Bunbury décide s'il a l'intention de vivre ou de mourir. Ces hésitations continuelles sont absurdes. Je serai infiniment obligé de demander de ma part à M. Bunbury de bien vouloir ne pas avoir de rechute samedi, car je compte sur toi pour organiser ma soirée musicale. J'ai besoin de quelque chose qui favorise la conversation, surtout à la fin de la saison, lorsque tout le monde a pratiquement déjà dit tout ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire, la plupart du temps, pas grand-chose. Je crois pouvoir te promettre qu'il sera tout à fait rétabli samedi. Mais je vais vous montrer le programme musical que j'ai imaginé, si vous voulez bien me suivre un instant dans la pièce à côté. Merci, Algernon, c'est une délicate attention. Gwendolen, viens avec moi. Bien sûr, maman. J'arrive dans une seconde. Quelle belle journée, Miss Fairfax. De grâce, ne me parlez pas du temps, monsieur Worthing. Chaque fois que les gens me parlent du temps, j'ai la certitude qu'ils veulent me parler d'autre chose, et cela me rend terriblement nerveuse. En effet, je veux vous parler d'autre chose. Miss Fairfax, depuis que je vous ai rencontrée, je vous admire plus que toute autre jeune fille que j'ai jamais rencontrée depuis que je vous ai rencontrée. Oui, j'en suis tout à fait consciente. Et j'ai souvent souhaité que, en public, du moins, vous soyez plus démonstratif. Avant même de vous rencontrer, j'étais loin d'être indifférente à votre égard. Monsieur Worthing, nous vivons, vous le savez, à une époque d'idéaux. Et mon idéal à moi a toujours été d'aimer quelqu'un qui s'appellerait Constant. Il y a quelque chose dans ce prénom qui inspire une confiance absolue. Mais sérieusement, vous ne voulez pas dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je me prénommais pas Constant. Mais vous prénommez Constant. Oui, bien sûr, je sais, mais en supposant que je m'appelle autrement, voulez-vous dire que vous ne pourriez pas m'aimer? Oh, il s'agit là clairement d'une spéculation métaphysique. Comme la plupart des spéculations métaphysiques, elle n'a que très peu de rapport avec la réalité des faits telle que nous la connaissons. Gwendolen, sérieusement, à mon sens, il y a quantité de prénoms beaucoup plus jolis. Je pense que Jack, par exemple, est un prénom tout à fait charmant. Jack? Non, il y a très peu de musicalité dans ce prénom de Jack.
Il ne suscite aucune émotion et ne produit aucune vibration. Ah non, le seul prénom qui soit une valeur sûre, c'est Constant. Gwendolen, il faut que je me fasse baptiser immédiatement. Je veux dire, il faut nous marier immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous marier, monsieur Worthing? Mais vous ne m'avez pas encore fait votre demande. Nous n'avons même pas encore parlé mariage. Le sujet n'a même pas été abordé. Eh bien, puis-je vous faire ma demande tout de suite? Je pense que ce serait une excellente occasion. Et pour vous épargner toute déception, monsieur Worthing, je crois juste de vous dire tout de suite que je suis pleinement décidé à vous dire oui. Gwendolen. Oui, monsieur Worthing? Que voulez-vous me dire? Vous savez ce que je veux vous dire. Oui, mais vous ne le dites pas. Gwendolen, je vous le demande à genoux. Voulez-vous être ma femme? Naturellement, mon chéri. Vous en avez mis du temps. Monsieur Worthing, relevez-vous, monsieur, de cette position à moitié couchée. Elle est tout à fait indécente. Maman, vous auriez dû vous annoncer. Maman, je suis fiancé à monsieur Worthing. Je te demande pardon. Tu n'es fiancé à personne. Lorsque tu seras fiancé à quelqu'un, c'est moi qui t'en aviserai, ou ton père. Les fiançailles doivent être, pour une jeune fille, une surprise, agréable ou désagréable, selon le cas. Ce n'est guère un événement que l'on puisse l'autoriser à régler elle-même. Maintenant, monsieur Worthing, j'ai quelques questions à vous poser. Et pendant que je mène cette enquête, toi, Gwendolen, tu vas m'attendre en bas, dans la voiture. Monsieur Worthing, je me sens obligé de vous dire que vous ne figurez pas sur ma liste des parties possibles. Néanmoins, je suis tout à fait prête à y faire figurer votre nom, si vos réponses correspondent à ce que peut exiger une mère pleine d'une affection véritable. Quel âge avez-vous? 29 ans. Un très bon âge pour se marier. J'ai toujours été d'avis qu'un homme qui désire se marier doit ou bien tout connaître de la vie, ou bien ne rien connaître. Pour vous, que connaissez-vous de la vie? Rien, Lady Bracknell. Je suis ravi de l'entendre. J'ai horreur de tout ce qui peut altérer l'ignorance naturelle. Quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 000 livres par an, en placement surtout. J'ai également une maison de campagne avec bien sûr un peu de terre autour, mais ce n'est pas cela qui me fournit mes revenus véritables. Je possède également une maison en ville, dans Belgrave Square. À quel numéro? En Belgrave Square. Au 149. Ah, du côté qui n'est plus à la mode. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Mais on pourra aisément changer cela. Vous voulez dire la mode ou le côté? Les deux, si nécessaire, j'imagine. Vos parents, sont-ils en vie? J'ai perdu mes 2 parents. Tous les 2? Perdre un parent peut être considéré comme un malheur, monsieur Worthing, mais perdre les 2, cela ressemble à de l'étourderie. Qui était votre père? Je crains de ne rien savoir. En réalité, Lady Bracknell, je vous ai dit que j'avais perdu mes parents. Il serait plus proche de la vérité de dire que ce sont mes parents qui semblent m'avoir perdu. À vrai dire, je suis un enfant trouvé. Un enfant trouvé! Feu monsieur Thomas Cardew, un vieux gentleman, m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing car il avait un billet dans la poche à ce moment-là pour un billet de première classe pour Worthing. Et où ce charmant gentleman vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage, à la consigne de la gare Victoria, devant le quai de la ligne Brighton. Mais peu importe la ligne, monsieur Worthing. Je vous avoue que je suis un peu stupéfaite par ce que vous venez de me dire. Naître, ou en tout cas grandir dans un sac de voyage me semble témoigner d'un mépris pour les convenances ordinaires de la vie de famille. On ne peut guère considérer cela comme une base solide pour obtenir une situation reconnue dans la bonne société. Puis-je vous demander alors ce que vous me conseillez de faire? Je vous conseille vivement, monsieur Worthing, d'essayer d'acquérir une famille le plus vite possible et de nous présenter un parent avant, disons, la fin de la saison. Bonjour, monsieur Worthing. C'est ça, bonjour. Tout s'est bien passé, mon vieux. Oh, tu vas pas me dire que Gwendolen t'a dit non. Oh, tout va très bien avec Gwendolen. Pour elle, nous sommes fiancés. Mais sa mère est une véritable gorgone. Mon cher, j'adore entendre dire du mal des membres de ma famille. Algie, tu ne penses pas que Gwendolen ait des chances de devenir comme sa mère dans 150 ans? Toutes les femmes deviennent comme leur mère, tel est leur drame. Les hommes ne le deviennent jamais, tel est le leur. Tu trouves cela intelligent? En tout cas, c'est extrêmement bien tourné.
Et ton frère, que va devenir ce débauché de Constant? D'ici la fin de la semaine, je me serai débarrassé de mon frère. Je dirais qu'il est mort d'un gros coup de froid à Paris. Mais ta pupille ne risque-t-elle pas de ressentir trop vivement sa disparition? Oh, rien à craindre. Je suis heureux de le dire, Cécilie n'est pas une de ces petites sottes romanesques. Elle a un solide appétit, fait de longues promenades et ne s'intéresse absolument pas à ses leçons. J'aimerais assez rencontrer Cécilie, ou je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive jamais. Elle est excessivement jolie et elle n'a que 18 ans. Miss Fairfax est de retour. Algie, retourne-toi s'il te plaît, et n'écoute pas ce que je vais dire à Monsieur Worthing, c'est très important. Constant, nous ne serons peut-être jamais mariés. Avoir la tête que faisait maman, j'ai bien peur que nous ne soyons jamais. L'histoire si romanesque de vos origines a naturellement ému les fibres les plus profondes de mon être. Votre prénom exerce sur moi une fascination irrésistible. La simplicité de votre caractère vous rend délicieusement incompréhensible pour moi. Nous allons peut-être nous retrouver dans la nécessité d'entreprendre quelque chose de désespéré pour lequel j'aurai besoin de votre adresse à la campagne. Naturellement, la voici. Manoir, Volton, Hertfordshire. Très bien. Algie, tu peux te retourner. Me laisserez-vous vous raccompagner jusqu'à votre voiture, ma chérie? Certainement. Line. Venez par là, Lane. Line, un verre de sherry, je vous prie. Bien, monsieur. Demain, Lane, je m'en vais bunburiser. Préparez-moi mes habits de soirée, ma veste d'intérieur et toutes les tenues nécessaires pour bunburiser. Bien, monsieur. Line, j'espère qu'il fera beau demain. Il ne fait jamais beau, monsieur. Line, vous êtes un parfait pessimiste. Je fais de mon mieux pour satisfaire monsieur. Cécilie, votre grammaire allemande est sur la table. Ouvrez-la, je vous prie. Vous savez à quel point votre tuteur désire que vous fassiez des progrès dans tous les domaines. Et hier, en partant pour Londres, il a particulièrement insisté sur l'allemand. Mais je n'aime pas l'allemand. Je sais parfaitement bien que j'ai l'air tout à fait laide après ma leçon d'allemand. Ce cher oncle Jack est si sérieux. Quelquefois, il est tellement sérieux que j'ai le sentiment qu'il ne va pas tout à fait bien. La gravité de son attitude chez quelqu'un d'aussi jeune que lui est tout à fait à son honneur. Et vous devez vous souvenir qu'il est constamment dans l'angoisse au sujet de ce malheureux jeune homme, son frère. J'aimerais bien que mon oncle Jack permette de temps en temps à ce malheureux jeune homme, son frère, de venir ici. Nous pourrions peut-être avoir une bonne influence sur lui, Miss Prism. À vrai dire, je ne suis pas favorable à cette manie moderne de transformer en un tour de main les êtres dépravés en personnes vertueuses. Un homme doit récolter ce qu'il a semé. On trêve de bavardage, au travail, Cécilie. Mais je vois le chanoine chasuble qui arrive par le jardin. Le chanoine chasuble, mais quel plaisir. Alors, comment allons-nous ce matin, Miss Prism? J'espère que nous allez bien. Miss Prism se plaignait justement d'un léger mal de tête. Je pense que ça lui ferait tellement de bien d'aller faire un petit tour dans le parc avec vous, mon révérend. Mais Cécilie, je n'ai jamais dit que j'avais mal à la tête. Non, chère Miss Prism, je le sais bien. Mais j'ai senti instinctivement que vous aviez mal à la tête. À vrai dire, c'est à cela que je pensais, et pas à ma leçon d'allemand, lorsque monsieur le pasteur est arrivé. J'espère, Cécilie, que vous êtes une élève attentive. Si j'avais le bonheur d'être l'élève de Miss Prism, je serais suspendu à ses lèvres. Je parlais métaphoriquement. Je suppose que monsieur Worthing n'est pas encore revenu de Londres. Nous n'attendons pas avant lundi après-midi. Je crois, mon révérend, que je vais faire une petite promenade avec vous. Je m'aperçois en fin de compte que j'ai mal à la tête et marcher me ferait un petit peu de bien. Avec plaisir, Miss Prism, avec plaisir. Nous pourrions marcher jusqu'aux écoles et revenir. Ce serait très agréable. Cécilie, étudiez votre économie politique en mon absence. Vous pouvez sauter le chapitre sur la chute de la roupie. On y trouve des sensations trop fortes. Même ces problèmes monétaires ont leur côté mélodramatique. Allons-y, mon révérend. Saleté d'économie politique, saleté de géographie, saleté d'allemand. Ah, vous voilà Merriman, pour me distraire. Monsieur Constant Worthing vient d'arriver de la gare. Il a apporté ses bagages avec lui. Le frère de l'oncle Jack? Vous l'avez dit que monsieur Worthing était parti pour Londres? Oui, mademoiselle. Il a paru très déçu. Dites à monsieur Constant Worthing de venir ici.
Je pense que vous devriez parler à la gouvernante pour qu'on lui prépare une chambre. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un de vraiment dépravé. Je me sens un peu effrayé. J'ai si peur qu'il soit comme tout le monde. Vous êtes ma petite cousine Cécilie, j'en suis sûr. Vous vous trompez étrangement. Je ne suis pas petite. En fait, je crois que je suis même plutôt grande pour mon âge. Mais je suis votre cousine Cécilie. Vous êtes le frère de mon oncle Jack. Vous êtes Constant, ce dépravé de cousin Constant. En réalité, je ne suis pas du tout dépravé, cousine Cécilie. Si vous ne l'êtes pas, alors vous nous avez tous trompés d'une façon vraiment inexcusable. J'espère que vous ne menez pas une double vie, faisant semblant d'être dépravé alors que, en fait, vous êtes parfaitement vertueux. Ah, ce serait de l'hypocrisie. Oh, naturellement, je me suis conduit de façon plutôt irréfléchie, dans la mesure de mes modestes moyens. Vous ne devriez peut-être pas vous en vanter. Mais je suis heureuse de l'apprendre. Je ne doute pas que cela ait été fort agréable. C'est encore plus agréable d'être ici avec vous. Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous amène ici. Oncle Jack ne sera pas de retour avant lundi après-midi. C'est pour moi une grande déception. Je suis obligé de rentrer lundi matin par le premier train. Je pense que vous feriez quand même mieux d'attendre l'arrivée de l'oncle Jack. Je sais qu'il veut vous parler de votre émigration. De ma... quoi? De votre émigration. Il a dit au cours du dîner, mercredi soir, qu'il vous faudrait choisir entre ce monde-ci, l'autre monde et l'Australie. Soit, ce monde-ci est assez bon pour moi, je crois, cousine Cécilie. Mais vous, êtes-vous assez bon pour lui? Je crains que non. C'est pourquoi je voudrais que vous m'aidiez à devenir un autre homme. Vous pourriez en faire votre mission, si vous le voulez bien, cousine Cécilie. Rien qu'à converser avec vous, je me sens déjà meilleur. Vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Miss Prism dit que la beauté est un piège. Un piège dans lequel tout homme intelligent a envie d'être pris. Oh, je ne crois pas que je voudrais prendre au piège un homme intelligent. Oh, je ne saurais pas de quoi lui parler. Mais rentrons dans la maison, que je vous montre la demeure de votre frère. Mais où est donc Cécilie? Elle nous a peut-être suivis jusqu'aux écoles. Monsieur Worthing, voilà, leur a peut-être croisé. Monsieur Worthing? En voilà une surprise. Nous nous attendions pas avant lundi soir. Mon cher monsieur Worthing, j'espère que cette tenue de douleur ne nous annonce pas quelque terrible malheur. Mon frère. De nouvelles dates ignominieuses? Une nouvelle folie? Mort. Bel et bien mort. Quelle leçon pour lui. Je veux croire qu'il saura t'en profiter. Pauvre Constant. Il avait bien des défauts, mais c'est un triste, bien triste coup. Il est mort à l'étranger, d'un gros coup de froid, semble-t-il. On récolte toujours ce que l'on a semé. Un peu de charité, Miss Prism, un peu de charité. Aucun de nous n'est parfait. Moi-même, je suis particulièrement sensible au courant d'air. Monsieur Worthing, vous souhaitez sans doute que je fasse une discrète allusion à ce tragique malheur domestique dimanche prochain. Mon sermon sur le sens de la manne dans le désert peut s'adapter à presque toutes les occasions. Je l'ai prêché à des fêtes de moisson, à des baptêmes, aux jours de mortification et aux jours de réjouissance. Ah, justement, j'y pense. Vous avez parlé de baptême, je crois, mon révérend. Je suppose que vous savez comment on baptise quelqu'un. Naturellement. Mais y aurait-il quelques jeunes enfants auxquels vous vous intéressez en particulier, monsieur Worthing? Certes non, mais il ne s'agit pas d'un enfant, mon cher révérend. Le fait est que je voudrais être baptisé moi-même, dès cet après-midi, si vous n'avez rien de mieux à faire. Mais je suis sûr, monsieur Worthing, que vous avez déjà été baptisé. Je ne m'en souviens absolument pas. Naturellement, je ne sais pas si vous estimez que je suis pas un peu trop vieux maintenant. Pas du tout. L'aspersion des adultes est une pratique parfaitement canonique. À quelle heure souhaitez-vous que la cérémonie soit célébrée? Je pourrais faire un saut à l'église vers 5h30, si cela vous convenait. Ah, merveille, ah, merveille. Et maintenant, mon cher monsieur Worthing, je ne veux pas m'imposer plus longtemps dans une maison en deuil. Je vous conjure seulement de ne pas être trop écrasé par le chagrin. Ce qui nous paraît être une épreuve amère est bien souvent un bienfait déguisé. Et celui-ci me semble être un bienfait d'un genre particulièrement manifeste. Ah! Vous voilà donc, Cécilie. Oncle Jack,
Oh, je suis contente que vous soyez revenu. Mais, qu'est-ce que c'est que cet horrible costume? Et cette tête d'enterrement? Et moi qui avais une surprise pour vous. Devinez qui est dans la salle à manger? Votre frère! Qui? Votre frère Constant? Il est arrivé il y a une demi-heure. Sottise, je n'ai pas de frère. Oh, ne dites pas cela. Même si c'est mal conduit envers vous par le passé, il ne reste pas moins votre frère. Bon, je vais lui dire de sortir, et vous allez lui serrer la main. N'est-ce pas, oncle Jack? Mon frère est dans la salle à manger? Je ne comprends pas ce que tout cela signifie. Juste ciel. Mon frère Jack, je suis venu de Londres pour te dire que je suis navré de tous les ennuis que je t'ai causés et que j'ai l'intention de mener à l'avenir une vie meilleure. Oncle Jack, vous n'allez pas refuser de serrer la main de votre propre frère? Rien ne pourra me décider à lui serrer la main. Je trouve que sa venue ici est une honte. Il sait parfaitement bien pourquoi. Oh, oncle Jack, soyez gentil. Il y a du bon en chaque être humain. Constant vient justement de me parler de son pauvre ami malade, Monsieur Bunbury, auquel il rend visite si souvent. Il ne peut y avoir que du bon chez quelqu'un de si attentionné pour un malade et qui délaisse les plaisirs de Londres pour venir s'asseoir au chevet d'un lit de douleur. Je ne veux pas qu'il te parle de Bunbury ou de qui que ce soit d'autre. J'admets naturellement que tous les torts étaient de mon côté, mais je dois dire que je trouve la froideur de mon frère à mon égard particulièrement douloureuse. Oncle Jack, si vous ne serrez pas la main à Constant, je vous le pardonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon, mais c'est bien la dernière fois que je le fais. C'est agréable, n'est-ce pas, d'assister à une réconciliation aussi parfaite. Je pense que nous pourrions laisser les deux frères ensemble maintenant. Cécilie, venez avec nous. Bien sûr, Miss Prism. Ma petite mission de réconciliation est terminée. Je vous suis. Algy, espèce de petit gredin. Tu dois partir d'ici le plus tôt possible. Je ne permettrai aucun bunburisme ici. J'ai installé les affaires de Monsieur Constant dans la chambre voisine de la vôtre, monsieur. Je suppose que cela ira? Quoi? Ces bagages? Oui, monsieur. 3 grosses valises, un nécessaire de toilette, 2 boîtes à chapeau et un grand panier à pique-nique. Merriman, faites atteler immédiatement le docteur. Monsieur Constant vient soudain d'être rappelé à Londres. Bien, monsieur. Quel abominable menteur tu fais, Jack. On ne m'a pas rappelé à Londres. Mais si, ton devoir de gentleman t'y rappelle. Mon devoir de gentleman n'a jamais constitué le moindre obstacle à ma poursuite des plaisirs. Et ma foi, Cécilie est un amour. Je t'interdis de parler de Cécilie comme ça. Je n'aime pas cela. Ma foi, moi je n'aime pas tes vêtements. Tu as l'air parfaitement ridicule. C'est absolument puéril de porter le deuil d'un homme qui de fait séjour une bonne semaine chez toi comme invité. Tu ne vas certainement pas séjourner une bonne semaine chez moi, que ce soit comme invité ou comme autre chose. Tu vas partir par le train de 4h05. Je ne te quitterai en aucun cas tant que tu seras en deuil. Ce serait parfaitement inamical. Écoute, est-ce que tu partiras si je me change? Oh oui, à condition que tu ne sois pas trop long. Je n'ai jamais vu personne prendre autant de temps pour s'habiller et avec un aussi piètre résultat. Ta vanité est ridicule. Ta conduite un outrage et ta présence dans mon jardin totalement absurde. Je monte me changer et lorsque je redescendrai, tu t'en iras. Bunbury ne t'a vraiment pas réussi. Et moi, je trouve que cela m'a très bien réussi. Je suis amoureux de Cécilie et c'est tout ce qui compte. Mais il faut que je la voie avant de partir. Ah, la voilà. Ah, je venais simplement pour arroser les roses. Je croyais que vous étiez avec oncle Jack. Non, il va me renvoyer. Oh, alors il va falloir nous quitter? J'en ai bien peur. C'est une séparation très douloureuse. Il est toujours très douloureux de se séparer des personnes que l'on n'a connues qu'un très court instant. L'absence des vieux amis, on la supporte d'une âme égale. Cécilie, j'espère que je vous offenserai pas si je vous déclare très franchement et très ouvertement que vous me semblez être en tout point l'incarnation manifeste de la perfection absolue. Je trouve que votre franchise est tout à votre honneur, Constant. Si vous le permettez, je vais copier vos observations dans mon journal. Vous pouvez continuer, je suis prête à écouter la suite.
J'en étais à perfection absolue. Oh, non, ne toussez pas, Constant. Quand on dicte, il faut parler de façon suivie et ne pas tousser. D'ailleurs, je ne sais pas comment symboliser une quinte de toux. Cécilie, depuis que mon regard s'est posé pour la première fois sur votre merveilleuse et incomparable beauté, j'ai eu l'audace de vous aimer violemment, désespérément, passionnément. Le docteur est à la porte, monsieur, il attend. Dites au cocher de revenir la semaine prochaine à la même heure. Bien, monsieur. L'oncle Jack serait très irrité s'il savait que vous restez jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Oh, je me moque bien de Jack. Rien au monde ne m'importe que vous. Je vous aime, Cécilie. Vous voulez bien m'épouser, n'est-ce pas? Mais oui, grand Benet. Voyons, ne sommes-nous pas fiancés depuis 3 mois? Depuis 3 mois. Mais comment sommes-nous devenus fiancés? Ma foi, depuis que ce cher oncle Jack nous a avoué qu'il avait un frère cadet très corrompu et très dépravé, vous êtes naturellement devenu le principal sujet de conversation entre Miss Prism et moi. J'avoue que c'est un peu stupide de ma part, mais je suis tombée amoureuse de vous, Constant. Alors, le 14 février dernier, lassé de votre obstination à ignorer jusqu'à mon existence, j'ai décidé d'en finir d'une manière ou d'une autre. Et je vous ai dit oui, là, sous ce cher arbre. Et voici le coffret où je garde toutes vos lettres. Mes lettres, mais ma très chère Cécilie, je ne vous ai jamais écrit la moindre lettre. Inutile de me le rappeler, Constant. Je me souviens que trop bien que j'ai dû écrire vos lettres pour vous. J'écrivais 3 fois par semaine. Et quelques fois plus souvent. Les 3 que vous m'avez écrites quand nous avons rompu nos fiançailles sont si belles et si pleines de fautes d'orthographe qu'aujourd'hui encore, je n'arrive guère à les lire sans verser quelques larmes. Parce que nos fiançailles ont été rompues. Naturellement. Le 22 mars. Vous voyez? C'est écrit à la date dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Constant. Je pense que c'est mieux ainsi. Il continue de faire un temps splendide. Mais pourquoi avez-vous rompu? Qu'avais-je fait, Cécilie? Je suis meurtri d'apprendre que vous avez rompu, surtout quand il faisait un temps aussi splendide. Nos fiançailles n'auraient guère été sérieuses si nous n'avions pas au moins rompu une fois. Mais la semaine n'était pas achevée que je vous avais déjà pardonné. Cécilie, vous êtes un ange de perfection. Mais vous n'allez plus jamais rompre nos fiançailles, n'est-ce pas? Je ne pense pas que je pourrais les rompre, maintenant que je vous ai effectivement rencontré. D'ailleurs, il y a naturellement la question de votre prénom. Depuis que je suis petite fille, j'ai toujours rêvé d'aimer quelqu'un qui s'appellerait Constant. Mais ma chère enfant, voulez-vous dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je portais un autre prénom? Algernon, par exemple? Mais je n'aime pas ce prénom Algernon. Mais voyons, ma chérie, ma douce, ma tendre enfant, je ne vois pas pourquoi vous pourriez avoir quoi que ce soit contre le prénom Algernon. C'est un prénom aristocratique. Mais sérieusement, Cécilie, si je m'appelais Algie, vous ne pourriez pas m'aimer? Je pourrais vous respecter, Constant. Je pourrais admirer votre caractère, mais j'en ai peur. Je ne pourrais vous consacrer exclusivement mon attention. Cécilie, il faut immédiatement que je voie votre chanoine pour une affaire très importante. Je suis de retour tout de suite, je file. Quel garçon impétueux. J'aime beaucoup ses cheveux. Il faut que je note sa demande en mariage dans mon journal. Une certaine Miss Fairfax vient d'arriver. Elle veut voir Monsieur Worthing qui s'est absenté pour une affaire très importante, souligne cette Miss Fairfax. Ce doit être une de ces dames d'un certain âge qui travaille avec Jack dans ses nombreuses œuvres philanthropiques à Londres. Demandez donc à cette dame de venir ici. Et, Merriman, vous pouvez apporter le thé. Bien, mademoiselle. Ah, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Cecily Cardew. Cecily Cardew, quel nom ravissant. Quelque chose me dit que nous allons devenir de grandes amies. Je vous aime déjà, plus que je ne saurais le dire. Vous devez être ici pour une courte visite, j'imagine? Oh non, j'habite ici. Vraiment? Votre mère ou quelque autre parent âgé réside ici avec vous? Non, je n'ai ni mère, ni à vrai dire, le moindre parent.
C'est mon cher tuteur, avec l'aide de Miss Prism, qui a la dure tâche de veiller sur moi. Votre tuteur? Oui, je suis la pupille de Monsieur Worthing. C'est étrange qu'il ne m'ait jamais dit qu'elle avait une pupille. Quel petit cachotier. Toutefois, Cécilie, pour vous parler en toute franchise, je regrette désormais que vous n'ayez pas au moins 42 ans et que vous ne soyez pas exceptionnellement laide pour votre âge. Constant est d'un naturel fort intègre, la loyauté lui est tout aussi étrangère que le mensonge. Cependant, même les hommes qui ont les dispositions morales les plus nobles sont extrêmement sensibles à l'influence des charmes physiques d'autrui. Oh, mais ce n'est pas Monsieur Constant Worthing qui est mon tuteur. C'est son frère aîné. Oh, Constant ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. Je suis désolé de vous dire que, depuis longtemps, ils ne sont pas en très bons termes. Cécilie, vous m'enlevez tout de même un poids du cœur. Je commence à être inquiète. Cela aurait été terrible qu'un nuage vienne assombrir une amitié comme la nôtre. Naturellement, vous êtes tout à fait sûr que c'est pas Monsieur Constant Worthing qui est votre tuteur. Tout à fait sûr. À vrai dire, il n'y a pas de raison que j'en fasse un secret pour vous. Notre petit journal local en publiera la nouvelle la semaine prochaine. Monsieur Constant Worthing et moi, nous sommes fiancés. Nous allons nous marier. Cécilie, ma chérie, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur. C'est avec moi que Monsieur Constant Worthing est fiancé. L'annonce officielle en sera publiée dans le Morning Post samedi au plus tard. Je crains que vous ne soyez victime de quelque malentendu. Constant m'a demandé en mariage il y a exactement 10 minutes. Regardez, je l'ai écrit dans mon journal. Je le constate, effectivement. C'est assurément fort curieux, car il m'a demandé d'être sa femme, hier après-midi à 5h30. Si ce pauvre garçon s'était laissé prendre au piège au point de faire une promesse extravagante, je considérerais comme de mon devoir de le porter secours immédiatement et d'une main ferme. Est-ce que vous suggérez, Miss Fairfax, que j'ai piégé Constant pour l'obliger à se fiancer avec moi? Comment osez-vous? Il n'est plus temps de porter le masque superficiel des bonnes manières. J'appelle un chat et une dinde une dinde. Je suis heureuse de dire que je n'ai jamais vu de dinde. De toute évidence, nous ne venons pas du même monde. Dois-je servir le thé ici, comme d'habitude, mademoiselle? Oui, comme d'habitude, Merriman. Miss Fairfax, du sucre? Non, merci. Le sucre n'est plus à la mode. Du cake ou une tartine beurrée? Une tartine beurrée, s'il vous plaît. De nos jours, on sert rarement du cake dans les bonnes maisons. Ah, voici Constant, mon Constant à moi. Gwendolen, ma chérie. Un instant, Constant. Puis-je vous demander si vous êtes fiancé à cette Miss Cardew? À ma chère petite Cécilie? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui a pu mettre une idée pareille dans votre jolie petite tête? Je savais bien qu'il devait y avoir une erreur, Miss Fairfax. Le gentleman dont le bras vous tient la taille en ce moment est mon tuteur, Monsieur Jack Worthing. Et voici Constant, qui arrive sur ses pas. Constant, puis-je vous demander si vous êtes fiancé à cette Miss Fairfax? À Gwendolen, mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui a pu mettre une idée pareille dans votre jolie petite tête? Je savais bien qu'il devait y avoir une erreur. Le gentleman qui vous serre en ce moment dans ses bras, Miss Cardew, est mon cousin, Monsieur Algernon Moncrief. Monsieur Algernon Moncrief? Oh, vous appelez Algernon? Je ne peux le nier. Et vous, vous vous prénommez réellement Jack? C'est un fait. Il y a des années que je m'appelle Jack. On nous a toutes les deux grossièrement trompés. Monsieur Worthing, où est donc votre frère Constant? Nous sommes toutes les deux fiancés à votre frère Constant. Il est donc pour nous très important de savoir où il se trouve en ce moment. Gwendolen, Cécilie, il m'est très pénible d'être obligé de dire la vérité. Je n'ai pas la moindre expérience de ce genre de choses. Toutefois, je vais vous dire tout à fait franchement que je n'ai pas de frère Constant. Je n'ai pas de frère du tout. Pas de frère du tout? Je crois qu'il nous soit très clair, Cécilie, que ni l'une ni l'autre de nous ne sommes fiancés à qui que ce soit. Rentrons dans la maison. Il n'y a guère de chance qu'ils nous suivent là-bas. Cet effroyable état de choses, c'est ce que tu appelles du bunburisme, je présume. Le bunburisme le plus merveilleux que j'ai jamais pratiqué de toute ma vie. Ma foi, tu n'avais pas le moindre droit de bunburiser ici.
On a le droit de bunburiser partout où on le désire. Tous les bunburistes sérieux savent cela. Les bunburistes sérieux? Mon Dieu. Ma foi, il faut bien être sérieux dans un domaine ou un autre si l'on veut s'amuser un peu dans la vie. À propos de quoi tu es sérieux, toi? J'en ai pas la moindre idée. À propos de tout, j'imagine. Tu as un caractère tellement superficiel. La seule petite satisfaction que je retire de toute cette misérable affaire, c'est que le mythe de ton ami Bunbury est vraiment démoli. Et toi, ton cher frère a un peu perdu de ses couleurs, n'est-ce pas, cher Jack? Quant à ta façon de te conduire avec Miss Cardew, je dois dire que abuser d'une jeune fille aussi douce, simple et innocente comme elle est tout à fait inexcusable. Pour ne rien dire du fait qu'elle est ma pupille. Je ne vois pas comment tu pourrais te justifier d'avoir trompé une jeune femme brillante, intelligente, pleine d'expérience comme Miss Fairfax. Pour ne rien dire du fait qu'elle est ma cousine. Écoute, cette affaire ne te regarde pas. Si c'était mon affaire, je n'en parlerais pas. Mais passe-moi un muffin. C'est très vulgaire de parler de ces affaires. Comment tu peux rester assis là à manger tranquillement des muffins quand nous sommes dans une situation aussi épouvantable? Voilà quelque chose qui me dépasse. Tu te montres parfaitement insensible. Quand j'ai des ennuis, manger est la seule chose qui me console. Par ailleurs, je suis particulièrement fou des muffins. Eh bien, ce n'est pas une raison pour les manger tous comme un goinfre. Passe-les-moi. Je préférerais que tu prennes du cake à la place. Moi, je n'aime pas le cake. Mais, bon Dieu, j'ai quand même le droit de manger mes muffins dans mon jardin. Mais tu viens de dire que c'était se montrer parfaitement insensible que de manger des muffins. J'ai dit que de ta part, c'était se montrer parfaitement insensible. Ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être, mais les muffins sont les mêmes. Alors rends-les-moi. Algy, j'aimerais sincèrement que tu partes. Tu ne peux pas me demander de partir sans que j'aie un peu dîné. C'est absurde, personne ne fait cela, à part les végétariens, les gens de cette sorte. D'ailleurs, je viens de prendre rendez-vous avec le chanoine Chasuble pour me faire baptiser sous le prénom de Constant. Mon cher ami, j'ai moi-même pris rendez-vous avec le chanoine pour me faire baptiser sous le nom de Constant. De toute façon, moi, j'ai parfaitement le droit de me faire baptiser. Rien ne prouve que j'ai jamais été baptisé. Dans ton cas, le problème est entièrement différent. Tu as déjà été baptisé. Effectivement. Je sais donc que ma constitution peut le supporter. Alors que toi, tu pourrais t'en trouver gravement malade. Tu n'as pas oublié qu'un de tes proches parents a failli être emporté cette semaine par un gros coup de froid. Sottise, tu dis constamment des sottises. Jack, tu es à nouveau en train de manger des muffins. J'aimerais que tu arrêtes. Il n'en reste que 2. Je t'ai dit que j'étais particulièrement fou des muffins. Et moi, je déteste le cake. Alors pourquoi le diable en fais-tu servir à tes invités? Algernon, je t'ai dit de partir. Je ne veux pas de toi ici. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon thé. Et il reste un dernier muffin. Le fait qu'ils ne nous aient pas suivis dans la maison me semble montrer qu'il leur reste un peu de vergogne. Mais les voilà qui arrivent justement. Monsieur Moncrief, ayez la bonté de répondre à la question suivante. Pourquoi avez-vous prétendu être le frère de mon tuteur? Afin d'avoir l'occasion de vous rencontrer. Voilà une explication qui paraît satisfaisante. Vous ne trouvez pas, Gwendolen? Oui, ma chère, Si vous pouvez croire ce qu'il dit. Je ne le crois pas. Mais cela n'affecte aucunement la merveilleuse beauté de sa réponse. Vous avez raison. Dans les affaires graves et importantes, c'est le style et non la sincérité qui est l'élément vital. Monsieur Worthing, quelle explication pouvez-vous me donner pour avoir prétendu avoir un frère? Est-ce afin de venir à Londres aussi souvent que possible pour venir me voir? Pouvez-vous en douter, Miss Fairfax? J'ai les plus grands doutes à ce sujet. Mais j'ai bien l'intention de les anéantir. L'heure n'est pas au scepticisme allemand. Cécilie, pensez-vous que nous devrions leur pardonner? Oui, je veux dire, non. Vos prénoms demeurent un obstacle infranchissable, voilà tout. Nos prénoms, c'est tout. Nous allons justement nous faire baptiser cet après-midi. Pour nous plaire, vous êtes prêt à affronter cette effroyable épreuve?
C'est une idée absurde de parler de l'égalité des sexes. Quand il est question de sacrifice personnel, les hommes sont infiniment supérieurs. Lady Bracknell, Gwendolen, qu'est-ce que cela signifie? Simplement que je suis fiancée à Monsieur Worthing, maman. Viens ici, assieds-toi. Monsieur Worthing, ayant appris la fugue soudaine de ma fille par son incorruptible femme de chambre, dont j'ai acheté les confidences au moyen d'une petite pièce, je l'ai immédiatement suivie en prenant le premier train de marchandises. Naturellement, vous comprendrez sans mal que toute communication entre vous et ma fille doit cesser immédiatement, à partir d'aujourd'hui. Lady Bracknell, je suis fiancée à Gwendolen. Vous n'êtes rien de la sorte, monsieur. Et maintenant, en ce qui concerne Algernon. Algernon! Puis-je te demander si c'est dans cette maison que demeure ton ami malade, monsieur Bunbury? Non, Bunbury n'habite pas ici. En ce moment, Bunbury est ailleurs. En fait, Bunbury est mort. Il a totalement volé en éclats. Volé en éclats? A-t-il été victime d'un attentat révolutionnaire? Oh, je ne savais pas que monsieur Bunbury s'intéressait à la question sociale. Si tel est le cas, le voilà bien puni pour sa morbidité. Ma chère tante Augusta, les médecins ont découvert qu'il ne pouvait pas vivre, voilà ce que je veux dire. Alors, Bunbury est mort. Oh, je suis heureuse que tu sois enfin décidé à adopter une ligne de conduite claire, et qu'il ait agi sur avis médical autorisé. Et maintenant, puis-je vous demander, monsieur Worthing, qui est cette jeune personne dont mon neveu Algernon tient en ce moment la main d'une façon qui ne me paraît absolument pas nécessaire? Cette jeune personne est Miss Cecily Cardew, ma pupille. Monsieur Worthing, est-ce que Miss Cardew a un lien de parenté avec l'une ou l'autre des grandes gares de chemin de fer londoniennes? Oh, c'est un simple renseignement que je demande. Jusqu'à hier, j'ignorais totalement qu'il y avait des familles ou des personnes qui avaient pour origine un terminus ferroviaire. Miss Cardew est la petite fille de feu monsieur Thomas Cardew, résident 149 Belgrave Square à Londres, Jarvis Park à Dorking dans le Surrey et le Sportman dans le Fifthshire en Écosse. Voici des éléments qui ne semblent pas dénués d'intérêt. Trop d'adresse inspire toujours confiance, même chez les commerçants. Jusque-là, je suis satisfaite. Comme c'est aimable à vous, Lady Bracknell. J'ai également en ma possession, vous serez heureuse de l'apprendre, tous les certificats de Miss Cardew, certificats de naissance, de baptême, de coqueluche, d'immatriculation, de vaccination, de rougeole et de rubéole. Ah! Une vie très mouvementée. Je ne suis personnellement pas en faveur des expériences prématurées. Bon, simplement pour la forme, monsieur Worthing, il vaut mieux que je vous demande si Miss Cardew possède quelque fortune. Oh, environ 130 000 livres, en bon au trésor. C'est tout. 130 000 livres! Et en bon au trésor! Miss Cardew me semble une jeune fille extrêmement jolie, maintenant que je la regarde. Peu de jeunes filles, aujourd'hui, ont de solides qualités, et qui s'améliorent avec le temps. Nous vivons, j'ai le regret de le dire, à une époque superficielle. Cécilie, ma chérie, venez par ici. Ayez l'amabilité de vous tourner. Oh, il y a d'évidentes promesses de réussite sociale dans votre profil. Deux points faibles de notre époque sont le manque de principe et le manque de profil. Algernon? Oui, tante Augusta. Il y a d'évidentes promesses de réussite sociale dans le profil de Miss Cardew. Cécilie est la plus douce, la plus jolie fille qui soit au monde, et je me soucie comme d'une guigne de sa réussite sociale. Algernon, ne parle pas irrespectueusement de la bonne société. Laisse cela aux gens qui ne peuvent y être admis. Ma chère enfant, vous savez naturellement qu'Algernon ne peut compter sur rien d'autre que sur ses dettes. Mais je suis contre les mariages d'argent. Ma foi, j'imagine que je dois donner mon consentement. Merci, tante Augusta. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, Lady Bracknell, mais ces fiançailles sont tout à fait hors de question. Je suis le tuteur de Miss Cardew, et elle ne peut se marier sans mon consentement avant d'être majeure. Et ce consentement, je refuse absolument de le donner. Cécilie, quel âge avez-vous, ma douce enfant? Eh bien, en réalité, je n'ai que 18 ans, mais je prétends toujours en avoir 20 quand je sors le soir. Vous avez parfaitement raison d'effectuer quelques petites modifications.
À la vérité, une femme ne devrait jamais dire son âge avec précision. Cela a l'air tellement calculateur. Eh bien, vous n'en avez plus pour longtemps avant d'être majeur et délivrer des liens de la tutelle. Lady Bracknell, excusez-moi de vous interrompre de nouveau, mais d'après les termes du testament de son grand-père, Miss Cardew ne deviendra légalement majeure qu'à l'âge de 35 ans. Cela ne me semble pas une objection très grave. 35 ans est un âge très séduisant. La bonne société de Londres est pleine de femmes de la plus haute naissance qui, de leur propre choix, en restent à l'âge de 35 ans pendant des années. Je ne vois pas de raison pour que notre chère Cécilie ne soit pas encore plus séduisante à cet âge-là. Et il faut compter en plus avec l'accumulation des biens. Algy, serez-vous capable de m'attendre jusqu'à ce que j'ai 35 ans? Mais bien sûr que j'en serai capable, Cécilie, vous le savez. Oui, je m'en doutais instinctivement. Mais moi je ne pourrais pas attendre tout ce temps. J'ai horreur d'attendre. Même 5 minutes. Mon cher Monsieur Worthing, puisque Miss Cécilie nous dit très nettement qu'elle est incapable d'attendre d'avoir 35 ans, ce qui, je dois dire, me semble manifester une nature quelque peu impatiente, je vous demanderai de reconsidérer votre décision. Mais, ma chère Lady Bracknell, la chose est entièrement entre vos mains. Dès que vous consentirez à mon mariage avec Gwendolen, je serai très heureux d'autoriser votre neveu à contracter une alliance avec ma pupille. Vous êtes certainement tout à fait conscient que ce que vous suggérez est hors de question. Alors, un ardent célibat est le seul avenir que nous puissions espérer tous les 4. Tout est prêt pour les baptêmes. Les baptêmes, mon révérend! Cela n'est-il pas un peu prématuré? Bon, ces deux jeunes gens ont exprimé leur désir de se faire baptiser tout de suite. À leurs âges! Mais quelle idée grotesque et irreligieuse! Algernon, je t'interdis de te faire baptiser! Dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de baptême du tout cet après-midi? Mon révérend, je ne pense pas qu'au point où nous en sommes, il nous soit très utile à l'un ou à l'autre. Cela m'attriste de vous entendre exprimer des idées pareilles, Monsieur Worthing. Mais comme vos dispositions actuelles semblent être particulièrement profanes, je vais retourner immédiatement à l'église. Miss Prism m'attend dans la sacristie. Mon révérend! Vous avez bien parlé d'une Miss Prism? Cette Miss Prism n'est-elle pas une femme d'aspect repoussant qui s'occupe vaguement d'éducation? C'est la plus cultivée des femmes, et l'image même de la respectabilité. Nous parlons manifestement de la même personne. Il faut que je la voie immédiatement, qu'on aille la chercher. Mais je la vois justement qui approche, elle est toute près. On m'avait dit que vous deviez me retrouver dans la sacristie, mon cher révérend. Je vous y attends depuis 1h03. Prism! Venez ici, Prism! Où est le bébé? Prism, il y a 28 ans, vous avez quitté la maison de Lord Bracknell au 104 Governor Square avec un landau contenant un bébé de sexe masculin dont vous aviez la responsabilité. Vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, grâce aux recherches minutieuses entreprises par la police de Londres, ce landau a été retrouvé, abandonné. Il contenait le manuscrit d'un roman de la plus révoltante sentimentalité. Mais le bébé n'y était plus. Prism, où est le bébé? Lady Bracknell, j'avoue à ma grande honte que je n'en sais rien. Si seulement je le savais. Voici les faits. Le matin du jour dont vous me parlez, je me préparais à aller promener le bébé dans son landau. J'avais aussi avec moi un sac de voyage, un peu usé mais spacieux, où je voulais mettre le manuscrit d'un ouvrage de fiction que j'avais écrit durant mes rares heures de loisirs. Dans un moment d'inattention que je ne me pardonnerai jamais, j'ai déposé le manuscrit dans le landau et placé le bébé dans le sac de voyage. Mais où avez-vous déposé le sac? Ne me le demandez pas, Monsieur Worthing. Miss Prism, c'est une question d'une importance capitale pour moi. J'insiste pour savoir où vous avez déposé le sac qui contenait ce bébé. Je l'ai laissé à la consigne de la gare Victoria, ligne de Brighton. Je dois me retirer dans ma chambre un instant. Gwendolen, attendez-moi ici. Si vous n'êtes pas trop long, vous attendrez ici toute ma vie. Que pensez-vous que cela signifie, Lady Bracknell? Je n'ose même pas le soupçonner, mon révérend. J'ai pas besoin de vous dire que dans les familles de la haute société, les coïncidences étranges ne sont pas censées se produire. Elles ne sont guère dans le ton. Ce suspense est épouvantable. J'espère qu'il va durer. Oh,
Revoilà déjà, Jack. Regardez ce sac, Miss Prism. Est-ce bien lui? Examinez-le soigneusement avant de parler. Le bonheur de plusieurs vies dépend de ce que vous allez répondre. Il me semble bien que ce soit le mien. Bon, là, sur la serrure, il y a mes initiales. J'avais oublié que, dans un jour d'humeur particulièrement dépensière, je vous avais fait graver là. Sans aucun doute, ce sac est bien à moi. Je suis ravi qu'il me soit restitué de façon aussi inattendue. Ça a été une dure épreuve de vivre sans lui pendant toutes ces années. Miss Prism, vous retrouvez bien plus que ce sac de voyage. Je suis le bébé que vous avez laissé dedans. Maman? Mais, monsieur Worthing, je ne suis pas marié. C'est Lady Bracknell qui peut vous dire qui vous êtes en réalité. Lady Bracknell, j'ai horreur de paraître indiscret. Mais auriez-vous l'obligeance de me dire qui je suis? J'ai bien peur que la nouvelle que j'ai à vous annoncer nous fasse pas totalement plaisir. Vous êtes le fils de ma pauvre sœur, Mrs. Moncrief, et en conséquence, le frère aîné d'Algernon. Le frère aîné d'Algie? J'avais donc un frère au bout du compte? Je savais que j'avais un frère. J'ai toujours dit que j'avais un frère. Ah, Cécilie, Gwendolen, comment avez-vous pu douter que j'avais un frère? Mon chéri, mon cher qui? Quel est votre nom maintenant que vous êtes devenu quelqu'un d'autre? Grand Dieu, j'avais complètement oublié ce détail. Votre décision concernant mon prénom est irrévocable, j'imagine. Je ne change jamais, sauf dans mes sentiments. Quel noble caractère vous avez, Gwendolen. Alors, il faut régler cette question tout de suite. Tante Augusta, un moment. À l'instant où Miss Prism m'a abandonné dans le sac de voyage, avais-je déjà été baptisé? Tous les luxes que peut acheter l'argent, y compris le baptême, vous avez été prodigués par des parents pleins de tendresse et d'affection. Étant le fils aîné, vous avez naturellement reçu le prénom de votre père. Oui, mais quel était le prénom de mon père? Je ne parviens pas pour l'instant à me rappeler le prénom du général, mais je n'ai pas de doute qu'il en avait un. C'est un homme excentrique, mais seulement sur le tard. Algie, tu ne te souviens pas du prénom de notre père? Mon cher, nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Je n'avais qu'1 an quand il est mort. Son nom doit se trouver dans les annuaires militaires de l'époque, je suppose, tante Augusta. Le général était fondamentalement un homme de paix, excepté dans sa famille. Mais je ne doute pas que son nom figure dans tous les annuaires militaires. J'ai ici les annuaires des 40 dernières années. Merriman, apportez-les-moi. Ces merveilleux documents auraient dû être l'objet constant de mes études. Ah, merci Merriman. Lettre M, généraux, Mark B, Mixby, Mobbs, Moncrief. Lieutenant en 1840, capitaine, lieutenant-colonel, colonel, général en 1869, prénom Constant Jacques. Je vous avais dit, Gwendolen, que je me prénommais Constant, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est Constant, en définitive. Je veux dire, naturellement, c'est Constant. Constant, mon Constant à moi. Je sentais depuis le début que vous ne pouviez pas vous appeler autrement. Gwendolen, c'est un coup terrible pour un homme de découvrir soudain que toute sa vie, il n'a rien dit d'autre que la vérité. Pourriez-vous me le pardonner? Oui, car je sens que vous allez certainement changer. Gwendolen, enfin. Mon neveu, vous me semblez faire montre d'une certaine frivolité. Au contraire, tante Augusta, pour la première fois de ma vie, je viens de comprendre l'importance d'être constant.